Cela a été une pierre angulaire de la politique étrangère chinoise pendant une décennie, mais est-ce devenu un piège à dette pour les nations pauvres et à revenus intermédiaires? Le premier ministre sri-lankais, Mahendra Rajapaksa, a vivement critiqué la cession du port de Hambantota à la Chine. L'ex-président Mahendra Rajapaksa a perçu 7,6 millions de dollars des États-Unis de China Harbor pour la campagne présidentielle de 2015. Alors que le monde était occupé à surveiller les frontières, la Chine a discrètement pris le contrôle des artères du commerce mondial, les ports. Et Pékin profite d'une domination stratégique sans avoir à déployer un seul soldat. Vous serez choqués de savoir que les ports contrôlent 80% du commerce mondial. Et la Chine contrôle des ports dans certaines des régions les plus sensibles, comme le détroit d'Ormuz, le canal de Panama et le détroit de Bab el-Mandeb. La Chine est impliquée dans 129 projets portuaires dans plus de 50 pays. Il ne s'agit pas d'investissements superficiels, mais plutôt d'acquisitions directes, de contrôle opérationnel et de participation financière significative. Mais ce n'est même pas la vraie menace. Ce qui est plus inquiétant, c'est que beaucoup de ces soi-disant projets d'infrastructures servent également de base navale chinoise. Ce n'est plus seulement une question d'affaires, mais une menace mondiale. Malgré l'ampleur de la menace, certains pays ont pris conscience et ont commencé à s'opposer à la Chine. Et les chiffres le montrent clairement. Sur 129 projets portuaires, au moins 115 sont actuellement actifs en 2024, tandis que le reste a été soit annulé, soit suspendu. Et bien que cela puisse sembler une grande victoire, la réalité est bien différente. Pour comprendre cela, voyons d'abord comment la Chine prend le contrôle de ports critiques, menaçant le monde, et comment le monde riposte contre cette invasion. Le Parti communiste chinois utilise des capteurs en Chine pour supprimer et censurer les publications sur ce mouvement. Je soupçonne que les bots du Parti communiste chinois détestent systématiquement les vidéos YouTube sur la Chine afin de les faire disparaître de l'algorithme. Si vous pouvez prendre une seconde pour aimer et vous abonner ci-dessous, cela m'aide beaucoup avec l'algorithme YouTube, surtout quand je couvre des sujets qui exposent le Parti communiste chinois. En 2024, le commerce mondial a atteint un record de 33 billions de dollars. Plus de 80% du commerce mondial, représentant 26,4 billions de dollars de marchandises, a été transporté par voie maritime en 2021. Les ports, bien plus que de simples quais de chargement, sont l'épine dorsale de la chaîne d'approvisionnement mondiale. Pour certains pays comme le Yémen, ils représentent littéralement une bouée de sauvetage. Le pays traverse l'une des pires crises humanitaires au monde, et il importe 90% de sa nourriture par ses ports. L'Afrique transporte 90% de son commerce international par voie maritime, un enjeu crucial pour les pays en développement et au-delà. L'Ukraine est l'un des plus grands exportateurs de blé, et dans les 8 mois précédant le conflit russo-ukrainien, elle expédiait environ 50 millions de tonnes de céréales par ses ports de la mer Noire. Cette quantité peut nourrir environ 400 millions de personnes. Cela montre l'importance essentielle des ports. Imaginez le contrôle des ports critiques de votre pays par des entreprises chinoises. C'est effrayant, n'est-ce pas? C'est ce que fait la Chine, non seulement avec les pays pauvres, mais aussi avec certains grands pays européens. En 2080, la Chine possède 129 ports à travers le monde. Parmi ceux-ci, 17 sont principalement détenus par la Chine, dont 14 pourraient avoir une utilisation militaire. Cela signifie que la Chine pourrait amarrer ses navires de guerre dans ses ports. La Chine a déjà pris le contrôle de nombreux ports stratégiques. Si elle est si dangereuse, comment y parvient-elle? Les méthodes varient, mais la plus courante est la plus connue. Comme beaucoup l'ont deviné, John Adams, homme d'État américain, a dit qu'il y a 2 façons de conquérir et d'asservir une nation. La Chine utilise 2 armes, l'épée et la dette, cette dernière étant la plus mortelle. L'initiative La Ceinture et la Route est connue pour ses prêts conséquents aux pays en développement. Quand ces nations ne peuvent rembourser, la Chine s'empare fréquemment de leurs infrastructures majeures. L'un des exemples les plus controversés est le Sri Lanka. La Chine n'a pas seulement construit un port là-bas, elle a forcé le Sri Lanka à le céder, un port stratégiquement situé de 4000 acres dans la région de l'océan Indien, ainsi que 15 000 acres de terre environnantes. Cette prise de contrôle a été facilitée par l'ancien président du Sri Lanka et quelques politiciens influents, et n'était pas accidentelle. C'est une histoire de cupidité, de dominance et de pouvoir, pas seulement de port. Voici l'histoire du port de Hambantota, situé dans l'un des endroits les plus stratégiques du monde. Il se trouve sur la principale route maritime entre le détroit de Malacca et le canal de Suez, le lien commercial le plus court et le plus important entre l'Asie et l'Europe. Le Sri Lanka a vu ici une opportunité.
À l'époque, environ 36 000 navires, dont 4 500 pétroliers, empruntaient cette route chaque année. Malgré la proximité du port de Colombo, le plus grand du pays, situé à seulement 200 km, celui-ci était déjà occupé à gérer les porte-conteneurs. Ils ont choisi de bâtir le port de Hambantota pour fournir des services tels que le ravitaillement en carburant, les réparations de navires et les changements d'équipage. Mais un problème se posait. Le Sri Lanka manquait de fonds pour construire seul le projet. Ils ont cherché de l'aide à l'étranger, mais la plupart des pays ont refusé de les aider. L'économie du Sri Lanka était déjà en difficulté, et le projet d'Hambantota était considéré comme commercialement non viable. Tout le monde est intervenu pour aider le Sri Lanka, et sans surprise, c'était la Chine. La Chine a investi dans plusieurs projets à long terme au Sri Lanka, dont l'un des plus importants était le port de Hambantota. Pour cela, la Chine a prêté 1,3 milliard de dollars au Sri Lanka. Mais la suite a suivi un schéma familier, observé dans presque tous les projets de l'initiative de la ceinture et de la route. Le contrat pour la construction du port a été attribué à une entreprise chinoise. Les travailleurs, principalement chinois, et l'argent pour les payer provenait du même prêt de 1,3 milliard de dollars accordé par la Chine au Sri Lanka. Donc en réalité, la plupart des fonds reviennent simplement en Chine. Ainsi, 85% des fonds ont été prêtés par la Chine, et 15% provenaient de l'autorité des ports du Sri Lanka. Autorité des ports du Sri Lanka. Cela en a fait un projet d'un total de 1,5 milliard de dollars. La construction, débutée en 2008, a été gérée par les entreprises chinoises China Harbour Engineering Company et Sinohydro Corporation. La Chine a facturé un taux d'intérêt généreux de 6,3% comparativement au taux de 1 à 2% généralement offert par des institutions comme le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Mais le Sri Lanka a quand même accepté le prêt chinois. Parce que ces prêts sont tentants à court terme, mais nuisibles à long terme. Je veux dire tellement nuisibles qu'ils peuvent presque asservir un pays avec leurs dettes. En 2015, le port était maintenant entièrement construit et prêt à tirer parti de son emplacement stratégique. Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. Le port de Hambantota échouait. Il ne pouvait tout simplement pas générer suffisamment de revenus. Pourquoi cela ? En raison d'une mauvaise gouvernance, d'un manque d'activité commerciale et industrielle, et surtout, il n'a pas pu attirer suffisamment de navires de passage. La majorité des navires n'y continuent parlaient de privilégier le port de Colombo, plus développé, situé à seulement 200 km de distance. Pour vous donner une idée, en 2012, Hambantota n'a attiré que 34 navires, tandis que Colombo a géré 3667 navires. Même après la fin de la phase 2, les améliorations étaient minimes. Hambantota n'a vu qu'environ 400 navires par an, tandis que Colombo en moyenne 4000. Les pertes ont commencé à s'accumuler. À la fin de 2016, le port avait subi une perte totale de 304 millions de dollars. Pendant ce temps, la dette augmentait. Le Sri Lanka devait près de 1,7 milliard de dollars à la Chine en principal et intérêts. En 2015, le remboursement annuel a atteint presque 100 millions de dollars. Devinez quoi ? Cette fois, la Chine a proposé un partenariat public-privé, invoquant les pertes récurrentes pour justifier la prise en charge de la gestion et de l'exploitation du port. Le Sri Lanka n'a eu d'autre choix que de prendre l'une des décisions les plus difficiles de son histoire. En décembre 2016, le gouvernement sri-lankais a décidé de restructurer le port de Hambantota avec China Merchants Port Holdings Company, CM Port, pour tenter de le rendre commercialement viable. 2 nouvelles entités ont été créées, Hambantota International Port Group, ou Hambantota International Port Group, et Hambantota International Port Services Company Limited, HIPS. Hambantota International Port Group développerait et gérerait le port, ainsi que les terres environnantes, tandis que HIPS serait responsable de l'exploitation des services portuaires. Après cet accord, la Chine possédait environ 70% du port de Hambantota. Donc maintenant, la Chine avait la majorité des parts, et elle avait également l'autorité pour exploiter le port. Mais pour combien de temps ? 10 ans ? 20 ? 30 ? Non. La Chine a loué le port pour 99 ans. Oui, vous avez bien entendu. Mais le rebondissement ne s'arrête pas là. Même après cette acquisition, les obligations de dette du Sri Lanka n'ont pas changé. Parce que la Chine n'a pas renoncé au prêt en échange du port. Au lieu de cela, elle a simplement investi 1,2 milliard de dollars pour acquérir les parts. Ces fonds envoyés au trésor du Sri Lanka ont possiblement été utilisés à d'autres fins. Pendant ce temps, Hambantota International Port Group et Ships n'ont hérité d'aucune des dettes du port. Malgré la cession du port à la Chine, le Sri Lanka a dû continuer à rembourser la dette initiale. Au milieu de ce chaos, la direction sri-lankaise n'était-elle pas consciente des tactiques chinoises ? Ils en étaient très conscients, notamment un homme qui était au cœur de l'affaire. Sous sa direction,
Entre 2005 et 2015, la dette du Sri Lanka a presque triplé, passant de 15 milliards de dollars à 44,8 milliards de dollars. Et c'est là que la tactique la plus sombre de la Chine entre en jeu, en soudoyant les décideurs, puis en s'assurant qu'ils restent au pouvoir aussi longtemps que possible. Dans le cas du Sri Lanka, la Chine aurait tellement soudoyé le dirigeant que le président était littéralement appelé le pantin de la Chine, car presque toutes les décisions majeures qu'il prenait étaient influencées par Pékin. Cet homme n'était autre que Mahinda Rajapaksa. Sous Rajapaksa, lui et ses 3 frères contrôlaient près de 80% du budget total du gouvernement. La Chine a donc pu facilement obtenir ce qu'elle voulait, corrompre les bonnes personnes et avancer des projets servant uniquement ses intérêts. L'influence chinoise est devenue si profonde que leurs entreprises ont effectué des travaux à des prix excessifs, sans aucune responsabilité. Par exemple, lors de la construction du port de Hambantota, un gros rocher bloquait l'entrée, ce qui empêchait les grands navires, comme les pétroliers, d'entrer. Pourtant, le port a été déclaré ouvert, même si le rocher bloquait toujours l'accès au port, et le port continuait à perdre des affaires. China Harbor a finalement fait sauter le rocher, mais le coup a choqué tout le monde. Ils ont facturé un montant stupéfiant de 40 millions de dollars juste pour faire sauter un rocher. Cela a suscité d'énormes spéculations. L'entreprise a-t-elle surfacturé ou ces 40 millions incluaient des pots de vin à Rajapaksa? Ce n'est pas tout. Rajapaksa a également approuvé un projet très controversé, l'aéroport international de Matala Rajapaksa, financé par la banque Export-Import de Chine. L'aéroport était condamné dès le départ. Pourquoi cela ? Seulement 6 000 $ ont été dépensés pour une étude de faisabilité, mais plus de 80 000 $ ont été dépensés pour une cérémonie somptueuse avec danseurs et chanteurs pour inaugurer prématurément le port de Hambantota à l'anniversaire de Rajapaksa. La Chine est allée si bas qu'elle a même essayé d'influencer les élections au Sri Lanka. Selon une enquête gouvernementale, lors des élections de 2015, la Chine a transféré environ 7 600 000 $ d'affiliés à la campagne de Rajapaksa. 10 jours avant les élections, près de 3,7 millions de dollars ont été distribués en chèques pour des événements promotionnels, des cadeaux et le paiement de personnalités populaires soutenant Rajapaksa. Mais le Sri Lanka n'est pas le seul pays où la Chine a utilisé la corruption comme outil. Elle a tenté cela dans d'autres pays, et parfois les choses ont explosé de façon étrange. Le Bangladesh, par exemple. China Harbor a essayé de soudoyer un fonctionnaire du ministère des Routes en fourrant 100 000 $ dans une boîte à thé. Oui, une boîte à thé. Cela semble absurde, mais ce ne sont que des choses chinoises pour l'instant. Le Bangladesh a interdit à China Harbor d'obtenir de nouveaux contrats dans le pays suite à ce résultat. Un autre cas s'est produit aux Philippines en 2009. China Communications Construction Company, la société mère de China Harbor, a été interdite de soumissionner à des projets de la Banque mondiale pendant 8 ans. Cette stratégie n'est donc pas nouvelle pour la Chine. Mais la Chine elle a dû reculer, grâce à l'action des Sri Lankais. Après que Mahinda Rajapaksa a laissé l'économie dans un désordre, les sentiments anti-Chine et anti-Rajapaksa étaient à leur comble. Les gens voulaient du changement. C'est alors que Maithripala Sarasina, le leader de l'opposition, a remporté l'élection, en grande partie en promettant d'expulser la Chine et d'annuler bon nombre de ses projets. Fidèle à sa parole, il a annulé plusieurs projets chinois et a tenté de remettre le Sri Lanka sur le droit chemin. Malheureusement, les dégâts étaient irréversibles et le Sri Lanka n'était pas le seul pays concerné. Même l'Inde, le plus grand rival régional de la Chine, était désormais très inquiète. En 2022, un navire chinois considéré comme un vaisseau de recherche scientifique par le Sri Lanka et la Chine est entré dans le port de Hambantota. Cependant, les États-Unis et l'Inde ont rapidement réagi après cette action. Pourquoi ? Parce que ce navire n'était pas simplement un vaisseau de recherche ordinaire. En fait, il était exploité par la force de soutien stratégique de l'Armée populaire de libération dans un but militaire. Malgré son enregistrement comme navire de recherche scientifique maritime, sa véritable mission était de suivre les satellites et les missiles. Avec une portée de 750 km, environ 466 miles, le navire pouvait surveiller les activités dans plusieurs États indiens. La situation s'est détériorée quand d'autres navires et sous-marins chinois ont aussi été reçus au port de Hambantota, créant plus d'inquiétudes pour la région. Mais la question est, qu'a gagné la Chine de tout ce drame ? En fait, beaucoup de choses. Vous voyez, le port de Hambantota se situe à quelques centaines de kilomètres seulement de l'Inde et se trouve à un emplacement critique près du canal de Suez et du détroit de Malacca, qui sont essentiels pour le commerce mondial. Le détroit de Malacca est crucial, car 80% de l'approvisionnement en pétrole de la Chine et environ 90% de son commerce global y transitent. La Chine redoute que, en cas de conflit, l'Inde bloque le détroit de Malacca,
Cela stopperait l'approvisionnement en pétrole de la Chine et son commerce. La Chine a donc veillé à protéger cette ligne d'approvisionnement critique. Le port de Hambantota et la stratégie du collier de perles sont deux moyens clés pour la Chine d'accroître son influence. La Chine a construit un réseau de ports et d'infrastructures militaires à travers l'océan Indien, appelé la stratégie du collier de perles, pour encercler son plus grand rival régional, l'Inde. Le port de Hambantota est idéalement situé pour atteindre ce but. La Chine a fait une autre victime, aggravant la situation. Le schéma était identique. Incapables de rembourser la Chine, ils ont dû céder des actifs stratégiques, dont un port clé, à la Chine pour 40 ans. Ce pays n'est autre que le Pakistan. L'économie du Pakistan a souffert et a frôlé la faillite à maintes reprises. En réalité, ils ont sollicité l'aide du Fonds monétaire international pour des plans de sauvetage à plus de 12 reprises. Bien que ces prêts aient permis au Pakistan de se maintenir, ils visaient à couvrir les besoins de survie immédiats, plutôt qu'à investir dans le développement des infrastructures. Par conséquent, l'infrastructure du Pakistan était très sous-développée. La Chine a perçu cela comme une grande opportunité et a choisi d'intervenir. En 2015, la Chine a introduit le corridor économique Chine-Pakistan, ou corridor économique Chine-Pakistan qui fait partie de l'initiative de la ceinture et de la route. Le corridor économique Chine-Pakistan inclut des projets valant 62 milliards de dollars. Ces chiffres semblent prometteurs, mais la plupart de ces projets sont immédiatement gérés par des entreprises chinoises avec des travailleurs chinois. Une part significative des fonds a donc fini par retourner en Chine. Le port de Gwadar était un élément clé du corridor économique Chine-Pakistan. La Chine a financé la majorité du projet, achevé en 2006, mais voici où les choses deviennent intéressantes. En 2007, au lieu de confier la gestion du port à une entreprise chinoise, le Pakistan a surpris en accordant la gestion du port de Gwadar à l'autorité portuaire de Singapour, Port of Singapore Authority, pour 40 ans. La Port of Singapore Authority investira 550 millions de dollars sur 5 ans pour développer davantage le port. L'accord était simple. L'autorité portuaire de Gwadar devait recevoir un pourcentage des revenus du fret et des services maritimes, ainsi que des exonérations fiscales. La situation semblait avantageuse pour tous. Le Pakistan a obtenu des fonds et l'influence chinoise a été contrebalancée. Mais en 2013, le Pakistan a choqué le monde. L'attribution de ce contrat ouvre de nouvelles opportunités pour notre peuple, en particulier pour le peuple du Baloutchistan. Cela donne un nouvel élan aux relations entre le Pakistan et la Chine. En 2013, le Pakistan a pris la décision audacieuse de confier la gestion des ports à une entreprise chinoise pour un bail de 43 ans. Selon les experts géopolitiques, le Pakistan a agi ainsi pour contrer l'influence américaine dans le pays et obtenir un soutien plus actif de la Chine. Cette décision est survenue dans un contexte de tensions croissantes entre les États-Unis et le Pakistan sur les politiques américaines en Afghanistan. 2 ans après, le port de Gwadar est intégré au corridor économique Chine-Pakistan. Les plans de la Chine pour le port incluaient une expansion majeure des infrastructures afin d'accroître considérablement sa capacité. Un total de 1,6 milliard de dollars devait être investi dans ce développement d'infrastructures, mais cela semblait être une trahison. Pourquoi ? Selon l'accord, la COPHC recevrait 91% des revenus des opérations du port et du terminal de gaz naturel liquéfié, et 85% des revenus de la zone franche. Alors que le port était censé gérer 1 million de tonnes de fret par an et générer des affaires significatives, le Pakistan verrait des profits minimes de cela. C'était une énorme victoire pour la Chine pour 2 raisons majeures. Le principal intérêt de la Chine pour Gwadar, comme pour le port de Hambantota, est de contourner le goulet d'étranglement du détroit de Malacca. Avec ce port, la Chine peut contourner le point d'étranglement dans une plus grande mesure et transporter directement du pétrole brut et d'autres sources d'énergie essentielles du port de Gwadar à la province de Kashgar en Chine par voie routière, assurant ainsi une route énergétique plus sûre. Deuxièmement, la proximité avec le détroit d'Ormuz. Le port de Gwadar se trouve à seulement 600 km du détroit d'Ormuz, un point d'étranglement crucial par lequel transitent environ 20% du pétrole brut et des combustibles liquéfiés mondiaux. Une présence militaire à Gwadar dissuade les rivaux de la Chine, notamment l'Inde, qui ont aussi des intérêts stratégiques dans la région. Deuxièmement, Gwadar devient une pièce maîtresse de la stratégie de la perle des cordes de la Chine, un réseau portuaire et militaire encerclant l'Inde. En fait, la Chine est tellement investie dans le port qu'en 2017, elle a offert 4 navires chinois à la marine pakistanaise pour protéger Gwadar. La Chine est en conflit avec les États-Unis en mer de Chine méridionale, une région devenue un foyer de tensions géopolitiques, comme elle l'a fait au Sri Lanka et au Pakistan. Dans cette lutte pour la domination,
Les ports sont devenus l'un des outils stratégiques les plus puissants de la Chine. Les ports de Newcastle, Melbourne et surtout Darwin en Australie pourraient jouer un rôle crucial en faveur de la Chine. Mais le cas le plus préoccupant de tous est peut-être celui du port de Darwin en Australie. En 2015, ce port stratégique a été cédé pour un bail de 99 ans au groupe chinois Landbridge. Cette décision a alarmé les États-Unis, vu la position stratégique du port près des opérations militaires américaines dans le nord australien. Les États-Unis ont fait part de vives inquiétudes. En réponse, l'Australie a revu l'accord, avec un résultat surprenant. L'Australie a décidé de ne pas annuler le bail, montrant l'influence profonde de la Chine, même chez les alliés proches des États-Unis. Bien que ces ports semblent être des investissements commerciaux, ils sont en réalité des pièces stratégiques dans le jeu de la Chine, pour dominer les principales routes maritimes mondiales. Mais si vous pensez que cela se limite à ces deux pays, détrompez-vous, nous n'avons pas encore abordé toute l'Asie. Parce que le seul continent que la Chine n'a pas atteint est l'Antarctique. Ou peut-être qu'ils ont déjà prêté aux pingouins aussi, qui sait ? La Chine détient des participations, ou gère des opérations portuaires dans 10 autres pays. Parmi ces pays figurent la Papouasie-Nouvelle-Guinée, la Corée du Nord, la Russie, le Bangladesh, le Myanmar, les Émirats arabes unis, le Qatar, l'Arabie saoudite, le Yémen, Israël et la Turquie, avec des sommes allant de 30 millions à plus d'1 milliard de dollars. Ici en Afrique, la Chine a investi dans plus de 78 ports à travers plus de 32 pays africains, avec une valeur totale dépassant les 21,7 milliards de dollars. Le plus inquiétant est que certains de ces ports sont dangereusement proches des points de passage critiques mondiaux, tels que les détroits d'Ormuz et de Bab el-Mandab. Si vous n'êtes pas familier, 30 à 35% du pétrole brut mondial passe par ces deux passages étroits. La Chine représente donc une menace stratégique non seulement régionale, mais aussi mondiale. Malheureusement, la Chine sait que les pays continueront à tomber dans son piège, car la réponse se trouve dans le piège lui-même. De plus en plus de pays délaissent le modèle des Fonds monétaires internationaux et la Banque mondiale au profit des banques chinoises. N'est-ce pas fou ? Le Fonds monétaire international et la Banque mondiale offrent des prêts à 1,2% d'intérêt, remboursables en 25-30 ans. Mais la Chine facture un taux d'intérêt élevé, de 4 à 6%, avec des délais de remboursement plus courts de 15 à 20 ans. Alors, pourquoi quelqu'un emprunterait-il à la Chine ? Eh bien, selon un rapport détaillé, la Chine a prêté une somme stupéfiante d'1,34 billion de dollars entre 2000 et 2021 à plus de 165 pays, principalement des nations à revenus faibles et intermédiaires. Il y a 3 raisons principales. D'abord, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale évitent d'accorder de gros prêts aux pays économiquement faibles, surtout pour des infrastructures coûteuses. Cependant, la Chine offre de grands prêts pour les routes, ports et projets énergétiques, la rendant attractive pour les nations en difficulté. De plus, emprunter au Fonds monétaire international est difficile. Les pays bénéficiaires doivent ouvrir leur marché, diminuer les subventions, privatiser et respecter des règles strictes en contrepartie d'une aide assortie de nombreuses conditions difficiles. Pour les gouvernements en difficulté, c'est beaucoup à gérer. La Chine, en revanche, n'interfère pas et ne pose aucune exigence, ce qui en fait une option plus pratique, bien que plus risquée. Troisièmement, la Chine utilise le modèle de prêt soutenu par les ressources. Au lieu de demander aux pays pauvres mais riches en ressources de rembourser en espèces, la Chine accorde d'énormes prêts et prend une part de ressources, comme le pétrole ou les minéraux, en guise de paiement. Même si le pays ne peut pas payer directement, la Chine obtient son argent via les profits de ses projets. La Chine a d'abord utilisé ce modèle en Angola, déchiré par la guerre entre 2004 et 2010, prêtant environ 10 milliards de dollars garantis par le pétrole angolais. Plus tard, la même stratégie a été utilisée en République démocratique du Congo, en 2007, où des prêts garantis par des minéraux ont financé le développement des infrastructures. En 2017, la Guinée a conclu un accord de prêt de 587 millions de dollars, garanti par la BOSIT pour construire 2 grandes routes. Des projets valant jusqu'à 30 milliards de dollars ont été signés selon ce modèle dans plusieurs pays africains. Pour compliquer encore les choses, la Chine a également montré une volonté d'accepter un remboursement sous des formes non monétaires, comme des faveurs géopolitiques stratégiques, ou même un contrôle direct sur des actifs critiques. La Chine a converti un prêt de 230 millions de dollars en une subvention pour construire l'aéroport international de Gwadar, obtenant en retour le droit exclusif de le construire sans processus d'appel d'offres concurrentiel. En revanche,
Le Fonds monétaire international et d'autres prêteurs multilatéraux exigent un paiement strictement monétaire et évitent les accords basés sur des actifs. De nombreux pays pauvres et à revenus intermédiaires continuent ainsi de tomber dans le piège de la Chine. La Chine semble tendre une main secourable, mais en réalité elle tend un piège. Si vous croyez que seuls les pays d'Asie ou d'Afrique succombent à ces prêts attrayants, regardez simplement cette carte. En 24-20, rien qu'en Europe, les entreprises chinoises ont fait l'acquisition de terminaux dans toute l'Europe. Les entreprises chinoises sont présentes dans les ports de Grèce, Malte, Italie, Espagne, France, Belgique, Pays-Bas et Allemagne. En 21-20, la Chine a investi dans environ 1000 projets à travers l'Europe dans le cadre de l'initiative Belt and Road, l'investissement total dépassant 226 milliards de dollars, même si le financement global de Belt and Road Initiative a diminué pendant la pandémie de coronavirus disease, 19. De plus, les prêts et investissements chinois se sont étendus jusqu'en Amérique du Sud et du Nord. La Chine a investi dans 10 projets portuaires dans des pays comme le Chili, le Brésil, le Pérou, l'Équateur, le Panama, les Bahamas, le Mexique et même dans 2 terminaux portuaires aux États-Unis. Certains de ces ports sont très importants pour leur pays. Au Brésil, le port de Paranagua a le 3e trafic maritime du pays et de façon surprenante, la Chine en détient 90%. Au Pérou, la Chine détient 60% du port de Shanghai, suscitant de vives inquiétudes quant au contrôle et à la dépendance. Mais ce qui est le plus préoccupant, c'est le point de commerce le plus critique que la Chine a dans le viseur. Je parle du canal de Panama. En février 2025, le président américain Donald Trump a menacé de reprendre le canal de Panama, avertissant d'une action américaine forte face à ce qu'il affirmait être l'influence chinoise grandissante dans la région. Mais pourquoi Trump est-il si en colère ? Eh bien, il a 2 principales préoccupations. L'armée américaine n'a plus libre accès au canal de Panama, et les navires commerciaux des États-Unis doivent payer des frais élevés, comme tout autre pays. De plus, il s'inquiète de l'influence grandissante de la Chine près du canal. Bien qu'il n'y ait aucune preuve publique que la Chine exploite ou mène des activités militaires dans le canal de Panama, elle ne le possède pas, et ne le contrôle pas non plus. Mais, voici ce qui est plus préoccupant. D'octobre 2023 à septembre 2024, la Chine a représenté 21,4% de tout le fret passant par le canal, ce qui en fait le 2e utilisateur après les États-Unis. Au-delà du commerce, les entreprises chinoises ont massivement investi dans l'infrastructure près du canal. 2 des 5 principaux ports près du canal, Balboa du côté Pacifique et Cristobal du côté Atlantique, sont exploités depuis 1997 par Huntington Port Holdings, une entreprise basée à Hong Kong. Bien que Huntington ne soit pas directement possédé par le gouvernement chinois, beaucoup à Washington craignent que Pékin puisse l'influencer indirectement. Il y a ensuite le projet de port à conteneurs Panama Colan, financé par Landbridge Group, une entreprise d'investissement chinoise, avec des liens connus, à la fois avec le Parti communiste chinois et l'Armée de libération du peuple. C'est un signal d'alarme pour de nombreux experts. Maintenant, pourquoi le canal de Panama est-il si important ? Le canal de Panama gère 5% du transport maritime mondial, et sa position stratégique est convoitée par les États-Unis et la Chine. Aujourd'hui, environ 72% de la cargaison qui passe par le canal de Panama est liée à la Chine d'une manière ou d'une autre. La Chine cherche désespérément à contrôler les projets d'infrastructures critiques en Amérique latine. La Chine a investi des milliards en Amérique du Sud. Elle est désormais le premier partenaire commercial du Brésil, du Chili et du Pérou. Et le canal de Panama est ce qui maintient ces routes commerciales rapides et rentables. Pour faire simple, ce canal est bien plus qu'un raccourci pour la Chine. C'est une ligne de vie stratégique. Mais le Panama était trop épris de la Chine. En 2017, le Panama a surpris, en rompant ses liens avec Taïwan pour reconnaître officiellement la Chine continentale. Cette victoire majeure pour Pékin a déclenché une réaction en chaîne. Rapidement, la République dominicaine, El Salvador, le Nicaragua et le Honduras ont imité le Panama en rompant leurs liens avec Taïwan. Sans surprise, la Chine a vite récompensé le Panama, devenu le premier pays d'Amérique latine à rejoindre l'initiative de la ceinture et de la route. En contrepartie, la Chine a investi des milliards de dollars dans des projets d'infrastructures comme un terminal de croisière, un pont de canal et même un projet ferroviaire. Mais bien sûr, Washington n'ignorait pas ces choses. Il a commencé à faire pression sur le Panama, et ça a marché. En décembre 2024, José Raúl Marlino, le nouveau président du Panama, a fait une déclaration publique pour apaiser la situation. Il a dit « La Chine ne possède pas le canal de Panama, et chaque mètre carré du canal et de ses environs appartient au Panama. Mais la Chine avait déjà une alternative prête pour le Panama, et c'est exactement là que le Nicaragua entre en jeu.
Le Nicaragua est à peine à 500 miles au nord-ouest du Panama, ce qui en fait un concurrent naturel si un canal y était construit. Il offre un itinéraire similaire entre l'Atlantique et le Pacifique, mais avec un grand avantage. Cela permettrait à la Chine de contourner totalement l'influence américaine. Le Nicaragua modernise Corinto, son port principal sur la côte pacifique. Si le canal est construit, Corinto deviendra le principal point d'entrée et de sortie pour les navires internationaux. Sur la côte atlantique, le port de Bluefield sera essentiel. Et pour renforcer cela, China Camke Engineering a déjà signé un accord pour construire un port en eau profonde là-bas. La Chine a couvert presque tous les continents, y compris l'Europe. Cela peut sembler étrange, mais c'est vrai. L'un des cas les plus infâmes qui a fait les gros titres à l'échelle mondiale est le port du Pirée, en Grèce. C'est le plus grand port de Grèce, et le 7e plus grand de toute l'Europe. L'histoire du contrôle de la Chine sur le port du Pirée commence en 2015, lorsque la Grèce était submergée par une énorme crise de la dette. La situation s'était dégradée au point que la Grèce a manqué un paiement de 1,6 milliard d'euros au Fonds monétaire international, devenant ainsi la première nation développée à faire défaut de cette manière. À ce moment-là, presque aucun pays n'était prêt à investir en Grèce. Mais c'est exactement à ce moment que la Chine a vu une opportunité. COSCO, une entreprise chinoise, a acquis une participation majoritaire dans le port du Pirée, après y avoir été impliqué auparavant. Ils avaient en réalité obtenu les droits d'exploiter certaines parties du Pirée dès 2008, et actuellement COSCO détient 68% des parts du port. Cela donne à l'entreprise chinoise le pouvoir de façonner l'avenir du port, ce qui est un enjeu crucial. La situation stratégique de la Chine lui permet un accès direct à l'Europe et au Moyen-Orient. Sous la gestion de COSCO, le volume de fret a presque septuplé en 10 ans, atteignant 5,65 millions de conteneurs. Le port Pérez est devenu l'un des plus dynamiques au monde, soutenant plus de 10 000 emplois directement et indirectement. Cela semble être une success story, mais ce n'est qu'une facette du récit. Selon un syndicaliste, les conditions de travail au port se sont dégradées depuis que la Chine en a pris le contrôle. Absence de formation à la sécurité, accidents fréquents, un travailleur tué en 2021 par une grue, déclenchant une grève. La majorité des travailleurs avaient des contrats précaires, et les postes de direction auraient été attribués à du personnel chinois, remplaçant les Grecs locaux. COSCO licenciait ceux qui s'opposaient à eux. La plupart des travailleurs, craignant de protester, sont restés silencieux. Au port du Pirée, certains ont travaillé des quarts complets sans pause, et ont même dû uriner dans des bouteilles, les conditions s'étant considérablement dégradées. Géopolitiquement, le contrôle chinois du port du Pirée est un enjeu majeur. Il est situé à un emplacement stratégique, à la jonction de la Méditerranée et des Balkans, près de la route cruciale Suez-Gibraltar. Trieste est aussi connecté par rail à l'Europe centrale et de l'Est, en faisant un hub logistique majeur, pas seulement pour le fret. Chaque année, environ 20 millions de passagers transitent par le port, permettant à la Chine d'influencer un point d'entrée européen crucial. Bien qu'elle ne puisse pas ouvertement armer ce contrôle en raison de la pression mondiale, le risque demeure très réel, et ce n'est pas que de la spéculation. La Chine a déjà fait cela auparavant. En juillet 2017, une flotte navale chinoise comprenant un destroyer de missiles, une frégate de missiles et un navire de ravitaillement a visité le port du Pirée. Ce geste a étonné le monde entier et a révélé que la Chine ne s'intéresse pas uniquement au commerce. La Chine veut montrer sa force militaire quand nécessaire. Cependant, les choses ont commencé à se retourner contre elle, provoquant des révoltes. Prenons l'exemple de la Grèce, qui a vendu son plus grand port à la Chine. Mais en 2021, la situation a changé. Quand le 49% de son réseau de distribution électrique a été lancé, la Grèce a empêché la grille d'État chinoise de participer, bien qu'elle détienne déjà 24% de l'opérateur haute tension. La Grèce a disqualifié 2 entreprises chinoises, dont South Power Grid. Le contrôle chinois au port du Pirée est désormais confronté à une forte réaction de rejet. L'opposition locale s'est intensifiée en raison des mauvaises conditions de travail et du ressentiment envers la propriété étrangère. COSCO avait de grands projets, notamment un hôtel et un centre commercial, mais ceux-ci sont au point mort. COSCO blâme la bureaucratie grecque et la résistance locale, tandis que les responsables grecs affirment que les études environnementales de COSCO étaient insuffisantes. Pour être franc, la Chine n'est pas réputée pour prioriser l'environnement, particulièrement à l'étranger. Pour empirer la situation de COSCO, les riverains du port ont entamé des poursuites judiciaires pour contrecarrer les projets d'agrandissement. Alors oui, le dragon est repoussé, et cette fois même l'Europe refuse de plier. Et juste au moment où la Chine pensait avoir tout sous contrôle, un autre grand pays européen a porté un grand coup à l'influence chinoise. La Chine a été choquée lorsque le seul pays du G7 qui avait rejoint l'initiative de la ceinture et de la route l'a quitté. En 2023, le Premier ministre italien Giorgio Meloni a confirmé l'intention de l'Italie de quitter l'initiative de la ceinture et de la route. En décembre 2023, 4 ans
Après la signature du mémorandum d'entente en 2019, l'Italie a officiellement annoncé qu'elle ne renouvellerait pas sa participation à l'initiative de la ceinture et de la route. Ce mouvement a grandement nui aux ambitions de la Chine en Europe, mais ce n'était pas un cas isolé. En 2022, l'Estonie et la Lettonie ont quitté le groupe 17, plus un dirigé par la Chine, une initiative visant à renforcer les liens entre la Chine et l'Europe centrale et orientale. Mais le charme s'est vite dissipé. La Lituanie était déjà partie en 2021 exhortant les autres à suivre. Mais la Lituanie était un vrai précurseur. Malgré sa petite population de 3 millions d'habitants, la Lituanie a ouvertement renforcé ses liens avec Taïwan. La Chine a répondu en bannissant les produits lituaniens, mais la Lituanie était restée ferme. Elle a intensifié ses efforts en envoyant 11 députés visiter le président de Taïwan. Si vous pensez que seule l'Europe s'oppose à la Chine, vous vous méprenez. L'Afrique, autrefois grande bénéficiaire des prêts chinois, se détourne maintenant. En 2018, la Chine représentait 31% des prêts étrangers de l'Afrique, mais en 2021, ce chiffre est tombé à seulement 12%. Les engagements de prêts ont chuté de 28 milliards en 2016 à moins d'1 milliard en 2022. Alors que la demande diminuait, l'économie de la Chine ralentissait et la peur des pièges de la dette augmentait. Les prêteurs chinois s'engagent à verser 4,61 milliards de dollars en nouveaux prêts aux nations africaines d'ici 2023, première hausse significative depuis 2016. Ce retour a suivi une chute des prêts en 2022. La prudence en Afrique est flagrante. Regardez le port de Bagamoyo en Tanzanie, un projet de 10 milliards qui a été signé entre la Chine et la Tanzanie en 2013. Ce méga projet a failli être annulé en 2019 par le président de la Tanzanie de l'époque, John Magufuli, qui pensait que les conditions de l'accord étaient exploiteuses et pas dans le meilleur intérêt de son pays. Toutefois, la nouvelle présidente, Samia Suluhu Hassan, a choisi de relancer le projet. Les investissements chinois de plusieurs milliards de dollars en Asie, comme le port de Gwadar au Pakistan, font face à des difficultés. La Chine a beaucoup investi pour réduire sa dépendance au détroit de Malacca, mais le projet reste très instable. Bien que le gouvernement pakistanais n'est pas opposé à l'investissement, l'agitation locale dans la région volatile du Baloutchistan est en croissance. Les groupes rebelles ciblent non seulement les travailleurs chinois, mais aussi l'armée pakistanaise. En 2024, les séparatistes baloutches ont intensifié les attaques contre les intérêts chinois au Pakistan. Le 20e mars, des militants de la BLK ont pris d'assaut le port de Gwadar, tuant 2 soldats pakistanais. Le 26 mars, un kamikaze au projet hydroélectrique de Dazhou a tué 5 ingénieurs chinois et un ressortissant pakistanais. Une autre attaque a tué 2 ingénieurs chinois et en a blessé 17. Mais pourquoi cette révolte contre le Pakistan ? Malgré l'extraction de ressources naturelles du Baloutchistan pendant des décennies, le gouvernement a très peu contribué à son développement. Pour la première fois, la Chine a déployé environ 60 agents de sécurité privée pour protéger les projets énergétiques du corridor économique Chine-Pakistan, au Sindh, Pakistan. Ces gardes s'occupent de l'escorte, de la surveillance et de la protection du site. Pendant ce temps, le Sindh a mis en place une ligne directe pour les Chinois et exigé que les propriétaires de projets remplacent les gardes actuels par d'ex-militaires entraînés. Bien que la Chine n'ait pas déployé son armée, elle cherche à s'impliquer davantage dans la sécurité du Pakistan, tout en rencontrant des problèmes dans d'autres pays. Au Myanmar, la Chine avait de grands projets, comme le port de Chokpyu proposé à un coût astronomique de 7 milliards de dollars. Mais le Myanmar, conscient des risques, a décidé de le réduire drastiquement à seulement 1,3 milliard de dollars. Pour quelle raison ? Le Myanmar refusait de tomber dans le piège de l'endettement envers la Chine. Malgré le prêt de 1,3 milliard de dollars, principalement en raison de son économie en difficulté, la réduction de l'investissement montre que les pays deviennent plus avisés. Ils commencent à comprendre comment fonctionne la Chine et prennent maintenant des mesures pour se protéger contre le piège d'énormes dettes. Non seulement les grandes nations, mais aussi les petits pays résistent à la Chine et montent au créneau. Prenons l'exemple de Samoa, un petit pays insulaire du Pacifique Sud. En 2021, Samoa a annulé un projet portuaire chinois de 100 millions de dollars, le jugeant excessif pour un pays déjà endetté, principalement envers la Chine. N'oublions pas qu'un groupe chinois exploite un terminal stratégique au port de Haïfa en Israël, par lequel transitent 99% des importations et exportations du pays. Pour contrer l'influence grandissante de la Chine, Israël a attribué un contrat à l'entreprise indienne Adani Ports en 2022. Le groupe Adani a acquis une grande partie du port pour 1,13 milliard de dollars afin de l'exploiter et de le gérer, dans le but d'équilibrer l'influence chinoise. Le Sri Lanka prend également des mesures pour faire face à la Chine. En fait, un message clair a été récemment donné à la Chine. Lors de la visite du Premier ministre Narendra Modi au Sri Lanka en avril 2025, le président sri-lankais lui a assuré que le territoire sri-lankais ne serait utilisé par aucune partie pour menacer ou saper la sécurité de l'Inde. De plus,
Les États-Unis investissent plus de 500 millions de dollars dans le terminal portuaire de Colombo, développé par Adani Ports de l'Inde. En 2021, Adani a signé un contrat de 700 millions de dollars pour gérer le terminal à conteneurs ouest du port. Mais étrangement, la collaboration dépasse les ports. L'Inde a accordé à Sri Lanka une aide massive de 3,8 milliards de dollars, incluant des lignes de crédit, des swaps de devises, de l'aide humanitaire et un soutien à l'infrastructure. En réponse, Sri Lanka a annulé des projets chinois dans la péninsule de Jaffna, a autorisé l'entrée de l'Inde dans son secteur énergétique et a soutenu la construction d'installations portuaires, dont une sous-unité sera basée à Hambantota, port exploité par la Chine. Tout un énoncé. De plus, début 2025, les tensions entre les États-Unis et la Chine concernant le canal de Panama se sont fortement intensifiées. Sous Trump, les États-Unis ont accusé la Chine de contrôler secrètement le canal. Pour éviter de graves conséquences, le Panama s'est retiré de l'initiative de la ceinture et de la route en février 2025. Seul le temps révélera la réaction mondiale face à l'agression chinoise. Les nations résisteront-elles ou capituleront-elles? Une chose est sûre, l'emprise du dragon faiblit.